Retour le matin du meurtre. Ce 27 avril 2011, Karim Ouali aurait donc pris la direction de l'aéroport. À 7h35, son badge toujours actif lui permet de s'introduire dans la tour de contrôle. Une dizaine de minutes plus tard, il serait tombé sur sa victime. Il l'aurait tuée à coups de machette. Mais une question reste en suspens. Pour quelle raison s'en serait-il pris uniquement à Jean Meyer? Très rapidement, les policiers de la PJ s'intéressent au rapport qui existait entre Jean Meyer et Karim Ouali, puisque Jean Meyer est le chef de la tour de contrôle. Forcément, les policiers se posent la question, est-ce qu'il y aurait eu des tensions entre les deux? En fait, les deux hommes ont le même âge et sortent de la même promotion. Mais l'un est le chef de la tour de contrôle, quand Karim, lui, n'est que son subordonné. Alors, Karim Ouali était-il jaloux de Jean Meyer et de sa réussite insolente? Nelly, la veuve de la victime, ne croit pas du tout à cette théorie. Pour elle, à l'aéroport, son mari était l'un des rares à avoir encore de bonnes relations avec Karim Ouali. C'était une des personnes qui était le plus en contact constructif, on va dire, avec Karim Ouali. Donc je pense même que Karim Ouali a sûrement dû être très surpris quand il était face à lui et c'était sûrement pas la personne qui voulait assassiner, à mon avis, ça j'en suis certaine. Rappelez-vous, ce matin-là, Jean Meyer arrive en avance sur son lieu de travail. Je suis, moi, persuadé que quand Jean Meyer est arrivé, il a surpris Karim Ouali en train de faire quelque chose qu'il ne devait pas faire et qui mettait en danger peut-être les avions, peut-être le personnel. On peut parfaitement penser que le but de Karim Ouali lorsqu'il se présente ce matin-là dans la tour de contrôle, avec la préparation qui a été la sienne, avec les écrits qu'il a rédigés, on peut penser qu'il voulait faire un coup beaucoup plus important que celui de tuer un seul individu. Pour certains enquêteurs, Karim Ouali ne comptait pas seulement s'en prendre aux aiguilleurs du ciel, mais il aurait planifié une attaque de bien plus grande ampleur. Je vous laisse imaginer ce qu'est en capacité de faire un contrôleur aérien s'il se trouve muni d'une arme à l'intérieur de la tour de contrôle, c'est-à-dire en capacité tout simplement de pouvoir bouger les avions, peut-être de les faire se percuter, peut-être de les faire s'écraser. En faisant se percuter des avions, le nombre de victimes aurait pu se compter par centaines. Au péril de sa vie, Jean Meyer aurait donc réussi à empêcher Karim Ouali de pénétrer dans la salle de contrôle. Une mort en héros qui a probablement permis d'éviter un terrible carnage. Le terme de héros, j'aime pas forcément parce que mais c'est sûr qu'il a donné sa vie. S'il avait juste fait demi-tour, il avait tout dans le dos, on aurait compris qu'il avait cherché à fuir. Alors ça aurait peut-être été mieux, et aujourd'hui, il aurait peut-être été que blessé, il aurait pu fuir. Mais non, il a décidé de faire face. Il a eu près de 10 coups de couteau de face, donc c'est qu'il a affronté son adversaire. Un drame qui aurait pu et même dû être évité. Car malgré des signaux inquiétants, la direction de l'aviation civile n'a jamais retiré à Karim Ouali son badge qui lui a permis d'accéder à la tour. Quand il y a un arrêt maladie, pas pour 2 jours, mais un long arrêt maladie, la DGAC a pour mission de retirer le badge du personnel. Et ça n'a pas été fait. On m'a dit clairement, vous savez, il est en arrêt maladie depuis des mois, mais pour pas le blesser puis l'abattre encore plus, on ne pouvait pas lui enlever ce badge parce qu'il fallait qu'il reste intégré. Là, en l'occurrence, aucune mesure n'a été prise et mon mari on a fait les frais de sa personne, en fait. La direction de l'aviation civile sera d'ailleurs condamnée pour manquement à la sécurité. Le principal suspect, lui, échappe toujours à la justice. Si Karim Ouali a probablement échoué dans son projet meurtrier, il aurait méthodiquement planifié sa fuite
en organisant un invraisemblable jeu de piste avec les policiers. Et pour cela, Karim Ouali a un avantage considérable. Il a de l'argent, beaucoup d'argent. En plus de son salaire mensuel, 5 500 € net, il est aussi propriétaire d'un appartement qui lui rapporte 1 200 € par mois. Et vraisemblablement depuis quelque temps, il a mis de côté un petit trésor de guerre. On se rend compte, par exemple, sur ses relevés bancaires, que depuis le mois de janvier, il avait préparé cette cavale en retirant régulièrement de l'argent. Un total de 25 000 €. 25 000 € plus un crédit à la consommation dont il n'avait pas besoin mais qu'il a quand même pris. Donc il a une somme confortable d'argent devant lui pour sa cavale. Cette cavale, il ne l'a pas entamée le jour des faits, il l'a préparée de longue date. Et ce n'est pas tout. Karim Ouali a également imaginé un tour de passe-passe qui lui a probablement permis d'échapper à tous les contrôles de police. Juste avant le meurtre, le fugitif avait fait changer son prénom auprès de la préfecture. Sur tous ses papiers d'identité, il s'appelle désormais Aderfi Ouali. Les policiers découvrent qu'il a acheté une voiture sur le Bon Coin 4 jours avant la commission du crime, sous une autre identité, mais qui n'a plus rien à voir avec Karim Ouali. C'est à bord de ce véhicule que Karim Ouali, alias Aderfi, a pris la fuite, sans être inquiété. En découvrant sa nouvelle identité, les enquêteurs sont convaincus qu'ils vont enfin lui mettre la main dessus. Auprès de toutes les polices de France, ils diffusent le signalement du véhicule acheté sous un faux nom, et cela ne va pas tarder à porter ses fruits. Quelques semaines plus tard, dans la région lyonnaise, à plus de 400 km de Mulhouse, une patrouille de police remarque qu'un véhicule est stationné depuis plusieurs jours au même endroit. Et il y a un autre détail qui les interpelle. Ils sont alertés par le fait que la plaque d'immatriculation du véhicule n'est pas une plaque locale. Donc ils passent la plaque au fichier. Là, il y a un flash qui apparaît parce que, évidemment, ce véhicule est fiché. Évidemment, il est recherché par la PJ de Mulhouse. Et donc là, ça relance l'enquête, surtout qu'on va faire des découvertes essentielles. À l'intérieur, les policiers découvrent l'arme du crime. Il s'agit d'une machette artisanale qui est encore tachée de sang. Vérification faite via l'ADN, ça sera le sang de Jean Meyer. Seulement Karim Ouali, lui, est probablement déjà loin. Dans un sac, les enquêteurs retrouvent plusieurs indices qui le laissent penser. On retrouve un sac avec une boussole dedans, avec des cartes géographiques de toute l'Europe, ce qui lui laisse supposer qu'il a l'intention de voyager. Tout porte à croire que Karim Ouali a délibérément laissé ces objets pour signer son crime. Les enquêteurs ont retrouvé aussi dans ce même véhicule une clé USB avec à l'intérieur des photos de lui déguisé, grimé en Joker, qui est un personnage qu'il affectionne particulièrement. Il a d'ailleurs des tatouages sur ses mollets, sur ses jambes, qui semblent un peu montrer cette figure du Joker. Le Joker, c'est un personnage clé, c'est quelque chose qu'on a retrouvé pendant toute l'enquête. On l'a retrouvé dans son appartement, des cartes à jouer avec le Joker. L'homme est surnommé par de nombreux médias le Joker. Un personnage inquiétant, insaisissable, qui s'amuse à provoquer la police. Et la mise en scène ne s'arrête pas là. Le titre du livre, laissé bien en évidence dans sa voiture, résonne comme un énième pied de nez à ceux qui le traquent depuis des semaines. Un ouvrage qui, rapporté à ce qui est en train de se passer, est tout de même hautement symbolique. C'est un ouvrage qui s'appelle « L'éloge de la fuite ». On ne peut pas faire mieux quand on est dans sa situation.
On a toujours l'impression qu'il joue avec les enquêteurs. Il met en scène sa fuite, il met en scène son crime. Et Karim Wali n'a pas fini de faire tourner la tête des enquêteurs. Son jeu de piste, il l'aurait planifié depuis des mois. Les policiers identifient des téléphones qui pourraient être utilisés par Karim Wali. Et il y en a un notamment qui les intéresse. Et naturellement, on le suit à la trace. On mettra un peu de temps, mais on mettra la main sur la personne qui l'utilise. Et bien sûr, il ne s'agit pas du suspect, mais d'un employé municipal de la commune de Saint-Louis où vivait Karim Wali. Et en fait, cette personne nous explique tout simplement que c'est un téléphone portable qu'il a récupéré sur le dessus d'une poubelle à Saint-Louis. Il était en évidence et il était allumé. Et lui a récupéré ce téléphone et se l'est approprié. Nous suivions donc un téléphone qui avait été abandonné visiblement par Karim Wali. Selon toute vraisemblance, l'employé de la commune a fait exactement ce qu'espérait Karim Wali. Et le Joker va même désormais faire courir les enquêteurs de l'autre côté de la frontière. On identifie un téléphone au nom de Karim Wali. Ce téléphone, on se rend compte qu'il bouge de France vers la Suisse. Donc on se dit, il a pu prendre la fuite, il a eu le temps de passer la frontière suisse et on va le suivre. Les policiers vont faire le nécessaire pour se rapprocher au plus près du téléphone, ils vont le retrouver et ils vont s'apercevoir que c'est un leurre, encore une fois. Il avait acheté un téléphone, il avait pris une ligne à son nom. Ensuite, il a été à la poste, il a mis en route le téléphone, donc de façon à ce qu'il émette des ondes, et ensuite, il l'a expédié par la poste. Et évidemment, il n'était pas avec le colis. Et là encore, c'est un moyen de diversion qui permet à l'auteur de faire perdre du temps aux enquêteurs. Force est de constater que Karim Wali a réussi son coup. Les policiers n'ont plus aucune piste. L'enquête est au point mort. Pour les proches de la victime, cette attente est insoutenable. En fait, c'est assez terrible parce que autant quand ça vient d'arriver, on a l'impression qu'on va la voir en quelques heures. Après, on se dit en quelques jours, en quelques mois. Puis au bout d'une année, on se dit non, mais là, ça va le faire. Et puis après, les années passent, 1 an, 5 ans. Il faut être patient, faut jamais baisser les bras, il faut être déterminé. Mais 5 ans après le meurtre sauvage de Jean Meyer, l'espoir de retrouver Karim Wali va renaître. En 2016, l'agence européenne de la police criminelle Europol place Karim Wali sur la liste des fugitifs les plus recherchés au monde. Sa fiche contient de nombreux détails, ses 2 identités, mais aussi ses signes distinctifs, comme les tatouages à l'effigie du Joker. Ça, évidemment, ça va conférer à cette procédure beaucoup plus d'envergure, beaucoup plus de visibilité. L'intérêt de ce site, surtout, c'est que les gens peuvent, de manière anonyme ou clairement identifiable, apporter des éléments de recherche ou des éléments qui pourraient faire avancer une enquête. On sait que très rapidement, ce site qui a été mis en place a permis d'arrêter 9 criminels. On se dit, pourquoi pas, peut-être que ça va aboutir à quelque chose. Une bouteille à la mer qui va relancer l'enquête. Le 5 avril 2018, un message anonyme est envoyé à Europol et c'est une surprise de taille qui attend les enquêteurs. Un internaute, de manière anonyme, va laisser des éléments très précis sur la localisation de Karim Wali et il annonce que Karim Wali vit actuellement à Hong Kong. C'est Edwige Roux-Morizot, procureur de la République au tribunal de Mulhouse, qui prend alors en charge l'affaire. Dans un premier temps, on a cette information qui peut être une fausse information. Donc on est toujours très prudent. On a évidemment investigué sur ces informations-là. On s'aperçoit que Karim Wali est rentré à Hong Kong
non pas 5 ans, non pas 6 ans, non pas 7 ans après le forfait qu'on lui reproche d'avoir commis, mais quelques jours après l'avoir commis. En fait, il pénètre sur le territoire hongkongais le 17 mai 2011, c'est-à-dire une vingtaine de jours après l'assassinat de Jean Meyer. Karim Wali réside donc tranquillement à 9000 km de la France, sans être inquiété. Et là-bas, il aurait refait sa vie. Il aurait même eu un enfant. Un choc pour Nelly Meyer. C'est assez troublant quoi, de dire que nous, ça nous a juste en fait, complètement chamboulé. Il y a un avant, un après, et que lui, en fait, c'est une étape ou c'est un maillon, et puis après, il continue. Et ça, c'est assez perturbant. Nelly et les proches de Jean Meyer ne sont pourtant pas au bout de leur souffrance. En effet, le territoire de Hong Kong, sous autorité chinoise, refuse d'extrader Karim Wali. Les autorités hongkongaises vont réceptionner cette demande et ne vont absolument pas y répondre. Et donc je pense que non seulement il y a une volonté de dissimuler ce criminel dont ils savent qu'ils sont présents, mais en plus, il y a une volonté clairement affichée de ne pas respecter la justice française. Une décision qui s'explique par les tensions diplomatiques entre la France et la Chine. Voilà, je ne savais même pas que ça pouvait être possible. Il y a une incompréhension totale, en fait. Ouais, c'est compliqué à entendre et à... Ce qui fait que, pour l'instant, Karim Wali vit en pleine liberté, sans être inquiété par les autorités chinoises. Les autorités françaises sont bien impuissantes et n'ont que peu d'informations sur la vie de Karim Wali à Hong Kong. Nous avons réussi à nous procurer sa dernière adresse connue. Il vivrait dans ce quartier. À l'intérieur de cet immeuble, à la réputation sulfureuse. Car contrairement aux apparences, vit ici une population marginale, composée d'immigrés clandestins, de trafiquants et de dealers de drogue. Au bout de ce long couloir que nous filmons avec notre téléphone portable, une porte derrière laquelle le fugitif aurait trouvé refuge. Ce jour-là, l'appartement semble vide. Pour en savoir plus, nous allons à la rencontre de ses voisins. Hello. Hello. Bonjour. Nous cherchons cet homme. Est-ce que vous savez s'il vit ici? Non, je ne le connais pas. Je ne connais pas cette personne. Mais ici, c'est la loi du silence qui règne. Bonjour. Connaissez-vous cette personne? Non. C'est un Français. Vous ne l'avez jamais vu ici? Non. Et personne ne semble disposé à nous répondre. Pourtant, Karim Wali ne se cache pas. Bien au contraire. Récemment, le fugitif a publié une photo de lui sur un site internet. Et cela en dit long sur son sentiment d'impunité. Karim Wali se trouve même sur un site de rencontre où Karim Wali met sa propre photo. Il prend un pseudo Chimène, il met sa photo sur laquelle il a des lunettes, il a une casquette, mais on le reconnaît très bien, il a une petite barbe de 3 jours. Il est en train tout simplement d'essayer de passer du bon temps. Il est plutôt décontracté, alors qu'il est recherché par Interpol. Ça semble incroyable, ça montre à quel point il imagine être intouchable et à quel point il déjoue tous les services de police. Le dernier espoir de Nelly Meyer, c'est cette lettre qu'elle vient d'adresser au président de la République. Le 27 avril 2011, ma vie, celle de ma famille et de notre fille ont basculé. Mon mari, Jean Meyer, contrôleur aérien à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, a été assassiné sur son lieu de travail dans la tour de contrôle.
L'auteur présumé en fuite depuis le drame est réfugié aujourd'hui à Hong Kong. Nous avons vécu toutes ces années sans savoir où... C'est dans cette démarche que je vous demande, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour faciliter et accélérer cette extradition, afin que justice puisse être rendue à mon mari. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de mon profond respect. En attendant, Nelly Meyer continuera de se battre sans relâche pour que l'assassin présumé de son mari soit un jour traduit devant la justice française.